commencer. À très bientôt, j'espère. Donc. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Au revoir. Nous allons enchaîner rapidement parce qu'en effet, nous avons perdu un peu de temps et je donne tout de suite la parole à Didier Cornel. C'est bien parce que Didier, on ne le présente plus dans le cadre de la ST Technoprog. Didier, tu as déjà partagé ton écran, à toi la parole. Est-ce que tu as ouvert ton micro, Didier? Voilà, je ne trouvais plus l'icône du micro. Et donc, bonjour, bonsoir, on est entre les deux, hein, à tous. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc des questions de biodiversité, des risques et des espoirs, mais à travers principalement le prisme de la disparition accélérée des insectes. Pourquoi? Parce que c'est, de mon point de vue, vraiment ce qui est le plus spectaculaire et aussi ce qui est probablement le moins expliqué, le moins explicable aujourd'hui que ces développements massifs. Alors, je suis suffisamment vieux, tant dans le mouvement transhumaniste que dans le mouvement écologiste, pour me rappeler de nombreuses annonces de désastres qui n'ont pas eu lieu, qui étaient les pluies acides, la dispersion, enfin la disparition de la couche d'ozone. Mais ce n'est pas parce que jusqu'ici les désastres annoncés n'ont pas eu lieu ou n'ont pas eu de conséquences catastrophiques que nous ne sommes pas à un moment charnière extrêmement dangereux. Alors, quels sont en fait les risques majeurs environnementaux? Il y en a évidemment beaucoup, mais ceux que je qualifierais d'existentiels, donc qui pourraient vraiment mettre fin à l'histoire de l'humanité en dehors des risques, on va dire, sociaux. Et donc, à mon avis, il y en a trois. Tout ce qui est effet boule de neige qui se passerait dans le domaine du réchauffement climatique, qui est parfois abordé en science-fiction, réchauffement ou même refroidissement d'ailleurs, qu'à un moment, tous les mécanismes de réchauffement se rassemblent et donc transforment la Terre en quelque chose comme Vénus. Les effets cocktails inconnus, c'est-à-dire que des substances qui ont des effets nocifs ou qui ont relativement peu d'effets nocifs se mettent ensemble pour former quelque chose, et avec un phénomène là aussi d'entraînement, pour former quelque chose d'extrêmement nuisible, et la disparition de la biodiversité exponentielle. Et donc, étant donné que les animaux les moins abordés, sans eux, ce serait mieux. C'est le plus dangereux à mon avis. C'est pour ça que je vais vous parler donc d'insectes surtout. Quelques chiffres, mais vraiment seulement quelques-uns, il y en a beaucoup. On peut synthétiser ça en disant que partout où on mesure, et là vous voyez la carte des endroits dans lesquels on a déjà mesuré, globalement, il y a une disparition de la biodiversité des arthropodes. Donc 75% de la biomasse des insectes volants a disparu en 27 ans, d'après les mesures, dans les zones allemandes protégées, donc dans des zones qui ne sont pas des zones agricoles. 40% des espèces d'insectes sont menacées d'extinction. Alors, il y a des espoirs, il y a des inquiétudes, et pour moi, il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Alors, je voudrais donc faire trois petites dias à ce propos-là pour séparer. Les raisons d'espérer, ben d'abord, c'est la prise de conscience, hein, sans équivalent des dangers environnementaux. Et cette prise de conscience, elle est due notamment, et ça, les gens, disons, plutôt opposés aux progrès technologiques l'oublient souvent, elle est due notamment à nos capacités technologiques et au fait qu'on ait plus de données que jamais. Une des dias précédentes où je vous montrais les chiffres, ben, c'est grâce au fait que on a des capacités d'analyse statistique, notamment via l'ADN des insectes, qui est meilleur que jamais. Et le fait que finalement, il ne s'agit que de réparer consciemment ce que nous avons abîmé accidentellement, et a priori,
réparer quelque chose de manière consciente est plus facile que de détruire de manière inconsciente, a priori, dans beaucoup de cas. Il y a aussi des raisons de désespérer. Enfin, le terme désespérer est évidemment excessif. Le fait que la diversité de nos productions a des effets sur la vie en général et particulièrement sur une vie qui, a priori, devrait être plus résistante que la vie des insectes inconnus. Donc, on produit de plus en plus de produits chimiques, disons-le, enfin de produits non naturels. Et pour beaucoup, on ne sait pas encore quels sont les effets, même si j'y reviendrai brièvement, mais il y a il y a une directive européenne REACH qui prévoit normalement l'étude des conséquences, mais ça ne s'applique pas dans tous les pays et ça ne s'applique pas de manière suffisamment systématique, loin de là. Il y a des endroits où la disparition de la biodiversité se fait avant même qu'on s'en rende compte. Hein, si des espaces d'insectes sur certaines îles, spécifiques à certaines îles, disparaissent, on ne le découvrira peut-être. Donc voilà, la disparition des insectes, pourquoi ça me fait désespérer plus, j'ai déjà commencé à le dire. Alors, les raisons de ne pas savoir, ben pour moi, il y a, vous connaissez très probablement l'expression greenwashing, hein, le fait que dans ceux qui vendent des produits, ceux qui sont des dirigeants politiques, ceux qui aussi parlent à l'opinion publique, dans de nombreux cas, veulent présenter les choses, le côté positif des évolutions. Donc, par exemple, tout ce qui est dit sur les évolutions, des évolutions positives en Chine, des évolutions positives en Europe, il n'empêche que encore aujourd'hui, euh, on est avec une croissance globale mondiale, enfin, hors Covid, qui est le cas particulier, mais on est toujours avec une croissance globale mondiale, tant des gaz à effet de serre que de l'utilisation des matières non renouvelables en général. Mais à côté du greenwashing, il y a ce que j'appellerais du doomwashing, donc des grandes déclarations argumentées sur le fait que les choses vont de plus en plus mal, alors que parfois ça n'est pas correct. Donc, par exemple, il est clair en Europe, mais même pas seulement en Europe, mais il est clair en Europe et en Amérique du Nord que l'atmosphère est beaucoup moins polluée aujourd'hui qu'il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans. Il est clair aussi que tout ce qui est pollution nucléaire est infiniment moins grand que quand il y avait des expériences nucléaires à ciel ouvert en URSS ou même d'ailleurs dans des territoires français, en Algérie, il n'y a pas si longtemps que ça. Et la dernière chose, c'est qu'on a le nez sur le guidon. Donc le nez sur le guidon pour des tendances qu'on a l'impression d'être exponentielles, ben, c'est vraiment très difficile de savoir ce qu'il en est. Alors, est-ce que plutôt, j'aime bien ce petit terme humoristico-triste de insectagadon et de Armageddon, donc une sorte de fin massive des insectes qui semble s'annoncer. Hein. L'exemple classique qui est donné, que les plus jeunes ici ne connaissent probablement pas, mais qui effectivement pour moi est un souvenir, c'est les insectes qui s'écrasaient sur le pare-brise et qui aujourd'hui s'écrasent de moins en moins. Donc c'est une diminution globale, c'est une diminution très forte, c'est une diminution pour moi pour laquelle il n'y a pas de cause claire et c'est une diminution qui se passe même dans les endroits qui sont protégés. Donc, à côté de l'exemple des pare-brises, moi, une chose qui me frappe aussi, c'est tout simplement les mouches. Je veux dire, la mouche, c'est pas résumé, c'est pas connu comme un animal particulièrement fragile. Ben, pourtant, vous voyez plus des excréments de chiens remplis de mouches. Et auparavant, c'était comme ça. En tout cas, en ville. Ce qui est aussi pour moi extrêmement inquiétant, c'est le fait que ça ne semble pas être pour des problèmes de manque d'espace, hein, comme vous avez pour le reste de la biodiversité très visible. Et donc, toute cette catégorie de ce qu'on appelle en anglais les unknowns, donc les choses qu'on ne
dont on ne sait même pas qu'on ne le sait pas, donc des choses qu'on n'imagine même pas comme risque. Alors aussi, pour moi, toujours inquiétant, c'est le fait que par le passé, ça a été probablement la première prise de conscience, ça s'appelait Le Printemps silencieux, un livre de 1962 qui se basait sur la disparition des oiseaux, d'où le terme printemps sans chant d'oiseaux, mais qui en fait était clairement là pour dénoncer le risque du DTT qui tuait les insectes et donc par extension qui contribuait à la disparition des oiseaux. Ouais, et donc ce risque-là a été provisoirement écarté, hein, puisque le DTT a été interdit, je pense quasiment interdit, je ne sais pas quelle est la situation exacte, mais enfin en tout cas une diminution forte. Il y a eu des améliorations des législations pour beaucoup de produits. Il y a également le fait que de manière générale, pour des nouveaux produits maintenant, il doit y avoir des tests, mais malgré cela, la situation n'est toujours pas... enfin, non, c'est pire que ça. Malgré ça, la situation, durant ces 20 ou 30 dernières années, c'est clairement considérablement aggravée. Donc, alors, les causes possibles, donc là, vous avez un schéma qui est dans un des articles de base sur cette question-là, qui vous en donne un certain nombre. Moi, je donnerai oui, 3 ou 4 qui me paraissent les principaux, mais avec toutes les nuances que j'ai dit déjà jusqu'ici, donc pesticides et autres produits. Oui, des produits mais c'est des produits qui généralement maintenant sont plus synthétiques qu'auparavant et n'empêchent qu'on ne voit pas qu'ils sont vraiment dangereux. La perte d'espaces naturels, mais encore une fois, même dans des espaces protégés, ça ne se voit pas. Peut-être les espèces invasives, notamment d'insectes qui se répandent, mais cela n'explique pas pourquoi c'est même la biomasse totale apparemment qui diminue. Donc, s'il y avait des espèces invasives, logiquement, elles remplaceraient pas, elles ne disparaîtraient pas elles-mêmes. Et alors, oui, comment dans les choses qui sont parfois citées par plutôt des opposants et dont beaucoup de gens considèrent que ça n'est pas sérieux, il y a les radiations et les ondes, mais un bon argument quand même, malgré tout, même si moi j'ai beaucoup de doutes, c'est de dire que les 20 ou 30 dernières années ont été une période de développement sans limitation de tout ce qui est téléphone mobile et donc communication. Mais bon, ok, on ne va pas venir dans les détails ici, d'autant plus que j'ai déjà presque passé mes 12 minutes et que je voulais laisser le temps pour quelques questions. Juste pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas des solutions technologiques. La pollinisation remplaçable par des robots, interdit. Donc, oui, c'est possible dans un certain espace, mais ça ne suffit pas à régler tous les problèmes qui se poseraient par la disparition des insectes extrêmement de loin de là. Interdire certaines substances sans tester les autres, et parfois il y a des sortes de modes comme ça. Quelque chose apparaît brutalement comme étant extrêmement dangereux, et donc tout le monde se précipite vers d'autres produits, mais sans tester ces produits. Donc, et je n'ai que des ébauches de solutions, soyons clairs, plus de mesures, notamment grâce à l'ADN, une directive, une directive riche où les directives équivalentes, les règles équivalentes qui voient réellement de manière plus efficace que jusqu'ici les effets sur les arthropodes en plus des humains et en passant le voir de manière plus générale, pardon, ça permet aussi de voir les effets positifs. Donc, pour préparer au débat, je pense que les entreprises, mais encore plus les États doivent investir pour les recherches, puis pour les mesures concernant la biodiversité. Ben, ça, c'est presque évident, un peu banal, que le droit à la santé de demain et d'après-demain, il passe par la compréhension des risques de perte de biodiversité, enfin de la perte qui se passe déjà. Et donc, il faut bien sûr des normes, une uniformisation internationale. Ça passe par une gouvernance internationale qui n'est pas encore vraiment facile à réaliser. Et puis, ben voilà, ça n'est évidemment pas tout, mais c'est tout pour mon intervention. Et il reste un tout petit peu de temps pour une question, je pense. Didier, Voilà. il y a une question principale qui a été formulée qui porte particulièrement sur les ondes électromagnétiques. En plus, Oui. ce que
te dis, est-ce que tu as d'autres éléments d'information pour se rendre compte davantage quel est l'effet des ondes électromagnétiques, par exemple le passage à la 5G, est-ce que ça Ouais. va aggraver cette situation ou peut-être pas? Eh bien, je répondrai en bottant en touche. Je n'ai jamais compris, pour ce qui est des ondes électromagnétiques, que pourquoi il n'y avait pas de réels tests qui étaient faits. Là, je ne parle pas seulement des insectes, mais aussi des rats et des souris, et puis des humains, dans des environnements qu'on pourrait dire, enfin pour les humains, en double aveugle. Donc, simplement, c'est relativement simple. On met dans un environnement, toutes choses étant égales, similaires pour un groupe test et un groupe soumis aux ondes, et on regarde s'il y a un effet ou pas. Ça n'a jamais été fait, ce qui est pour moi, ou quasiment jamais, ce qui est pour moi incompréhensible, tant pour les opposants aux ondes. euh, mais là, on peut se dire que parfois, il y a des arguments un peu, allez, sorry de le lire, irrationnels. Mais pour les gens qui pensent qu'il n'y a pas de danger, ben, autant le vérifier pour en être certain. Donc, oui, donc bien sûr, les ondes électromagnétiques, c'est la lumière naturelle, le soleil, etc. Et donc, les ondes qui nous inondent déjà sont des ondes qui n'ont pas d'effet en soi délétère. Et pour l'anecdote, tant qu'on y est à la presque provocation, il y a eu récemment une étude, mais là je sors du domaine des insectes, qui affirme que c'est dans les zones où il y a le plus de radioactivité naturelle ou pas naturelle que l'espérance de vie est la plus longue. Donc, ok, mais à supposer que ce soit vrai, d'ailleurs, il y a eu une étude il y a déjà 50 ans qui donnait ces résultats-là pour les souris. À supposer que ce soit vrai, ce qui évidemment, ça prouve bien que les ondes ont un effet. Donc, c'est absolument certain que certaines ondes ont un effet. Ça n'est absolument pas, ça n'est pas certain en ce qui concerne les êtres humains pour les ondes de type 5G, etc. C'est pas certain non plus pour ce qui concerne les insectes, mais c'est un domaine qui est tellement controversé que, enfin oui, que paradoxalement peut-être il y a peu d'études, et puis de toute façon quand il y a des études euh, quels que soient les résultats seront controversés par un camp, entre guillemets, ou par l'autre. Voilà, mais je continuerai à répondre sur le chat parce que j'ai déjà dépassé les 15 minutes. Voilà. Merci Didier. On va en effet enchaîner. Pour l'instant, on n'a pas rattrapé notre retard. Et je vais donner tout de suite la parole